L'histoire de Dalaba, en Guinée-Conakry, est riche et significative, marquée par son rôle dans le royaume théocratique du Fouta Djallon, son importance durant la période coloniale française et sa contribution à l'histoire de la Guinée indépendante. Voici les points clés de son histoire. Avant la colonisation, partie du Fouta Djallon, Dalaba était situé dans la province d'Iwal, de Fugumba, au sein du puissant royaume théocratique musulman du Fouta Djallon, établi au XVIIIe siècle. Centre intellectuel. La tradition orale locale attribue le prestige de Dalaba à la présence de plusieurs générations de grands érudits islamiques. Période coloniale française. Intégration à l'AOF. Avec la création de l'Afrique occidentale française, AOF, en 1895, de nouvelles divisions administratives sont apparues. Dalaba a d'abord fait partie du cercle de Ditine, puis de celui de Mamou, avant de devenir un cercle à part entière en 1949. Station climatique. En raison de son altitude élevée, environ 1200 mètres, Dalaba bénéficiait d'un climat tempéré et agréable. Au début des années 1930, elle a été choisie pour abriter la station climatique de l'AOF, devenant un lieu de villégiature prisé par les Européens. On l'a surnommée parfois la Suisse de l'Afrique. Infrastructure coloniale. Les Français y ont construit des infrastructures importantes, notamment la Casa Palabre, 1936, un lieu de rencontre et de décision entre les chefs locaux et l'administration coloniale, ainsi que des résidences pour les fonctionnaires et un hôtel, l'hôtel des chargeurs, devenu plus tard l'hôtel du Fouta, puis hôtel Sibé. Jardin d'essai botanique. Le botaniste français Auguste Chevalier a établi un jardin d'essai botanique près de Dalaba au début du XXe siècle, vers 1904-1906, connu aujourd'hui sous le nom de jardin Barry-Gassimou. Il visait à acclimater des plantes du monde entier. Établissement des convalescents, État Conval. Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, Dalaba a accueilli un centre de convalescence pour les personnes malades ou en convalescence, y compris des soldats, en raison de son climat sain. La zone était alors connue sous le nom d'État Conval, ou chargeur. Après l'indépendance, 1958, importance politique, la Casa Palabre a continué à jouer un rôle important. Le premier président de la Guinée, Ahmed Sékou Touré, l'a utilisé comme résidence privée et y a reçu de nombreux chefs d'État. Réorganisations administratives. Après l'indépendance, la Guinée a connu plusieurs réorganisations administratives. En 2004, Dalaba est devenu le chef-lieu de la préfecture du même nom, dans la région de Mamou. Tourisme et culture. Dalaba a conservé son attrait touristique grâce à son climat, ses paysages et ses sites historiques. Elle reste un centre important de la culture, Peul, Foula. Patrimoine. Des efforts sont déployés pour préserver le patrimoine historique de Dalaba, bien que certains sites aient connu des périodes de déclin. La maison de la célèbre chanteuse sud-africaine Myriam Makeba, qui a vécu à Dalaba pendant son exil, est un autre lieu chargé d'histoire. En résumé, l'histoire de Dalaba est un témoignage de son importance géographique et climatique, de son rôle administratif et politique à l'époque coloniale et post-indépendance, et de sa richesse culturelle au cœur du Fouta Djallon. La Guinée-Conakry est à la croisée des chemins. La nation est aux prises avec une transition bloquée vers un gouvernement civil. Une junte militaire a pris le pouvoir en septembre 2021. Le colonel Mamadi Doumbouya a mené cette prise de pouvoir. Il a promis un retour rapide à la démocratie. Cependant, la junte n'a pas tenu sa promesse. L'échéance convenue avec la CEDEAO a été ignorée. Cette échéance visait le retour à un gouvernement civil pour la fin de 2024. Au lieu de cela, la junte a laissé entendre une possible prolongation de 4 ans. Cela a suscité des inquiétudes, tant chez les citoyens que chez les observateurs internationaux. Un projet de constitution a été publié en juillet 2024. Ce document a encore alimenté les angoisses. Le projet semble accorder l'immunité à la junte. Il semble également protéger le conseil de transition de toute poursuite. Cela remet en question la légitimité du processus de transition. Beaucoup y voient un moyen pour les militaires de se maintenir au pouvoir. La mainmise de la junte sur le pouvoir s'est intensifiée. Cela se manifeste par la répression croissante de la dissidence. Des figures de l'opposition ont été ciblées. Oumar Silla, un militant de premier plan également connu sous le nom de Fonike Mangwe, a été arrêté le 9 juillet 2024. Mamadou Biloba et Mohamed Sissé ont également été arrêtés le même jour.
Leurs arrestations s'inscrivent dans une tendance plus large à faire taire la dissidence. Les manifestations publiques, un droit fondamental, ont été interdites. La junte a montré qu'elle utiliserait la force pour disperser tout rassemblement. Cela a entraîné de nombreux morts et blessés. Les médias n'ont pas non plus été épargnés. Les médias qui critiquent la junte sont confrontés à la fermeture. Des journalistes ont été emprisonnés simplement pour avoir fait leur travail. Internet est également devenu un champ de bataille. L'accès a été restreint. Les émissions ont été interrompues. Ces actions constituent une tentative claire de contrôler le récit et d'étouffer les critiques. Les actions de la junte ont suscité la condamnation de groupes de défense des droits de l'homme. Ils soutiennent que ces actions violent les libertés fondamentales. Les troubles politiques ont eu un impact dévastateur sur la vie des Guinéens ordinaires. Le pays est confronté à une crise alimentaire qui s'aggrave. L'insécurité alimentaire aiguë a explosé. Elle touche désormais 11% de la population. Il s'agit d'une augmentation dramatique par rapport aux 2,6% de 2020. Plus d'1 million de Guinéens ont du mal à se nourrir et à nourrir leur famille. La situation économique est tout aussi grave. Les prix des biens essentiels ont considérablement augmenté en 2024. Il est ainsi encore plus difficile pour les gens de joindre les deux bouts. Le coût de la nourriture, du carburant et des transports a grimpé en flèche. De nombreuses familles ont du mal à payer les produits de première nécessité. La combinaison de l'instabilité politique et des difficultés économiques a créé une situation désespérée pour beaucoup. La communauté internationale a réagi en apportant une certaine aide. Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour s'attaquer aux causes profondes de cette crise et soulager les souffrances du peuple guinéen. La situation actuelle de la Guinée n'est pas un incident isolé. Le pays a une longue et troublante histoire de régime autoritaire. De Sékou Touré à Lansana Conté et Dadis Camara, des hommes forts militaires ont pris le pouvoir à plusieurs reprises. Ils ont gouverné d'une main de fer, réprimant la dissidence et violant les droits de l'homme. Les tentatives du régime actuel pour réhabiliter l'image de Sékou Touré sont particulièrement préoccupantes. Tout en reconnaissant son rôle dans l'indépendance de la Guinée, ils oublient souvent sa dictature brutale. Ce mémoire sélectif fait craindre une répétition des erreurs du passé. Les changements répétés dans le cadre constitutionnel de la Guinée soulignent également la fragilité de sa démocratie. Chaque coup d'État a apporté une nouvelle constitution, souvent conçue pour légitimer le règne de la junte au pouvoir. Ce cycle d'instabilité a entravé le développement du pays et laissé sa population en quête d'une paix et d'une prospérité durable.